Merci beaucoup de nous avoir invités. Je suis particulièrement ravie d'intervenir avec Madame de Carvanoël, qui est donc une sorte de complice sur le Conseil local de santé mentale du 15e arrondissement depuis 7-8 ans maintenant. On verra après pour l'historique. Alors, je vais vous retracer là, je vais vous donner des généralités et les fondements sur les conseils locaux de santé mentale, puisque c'est un dispositif peut-être qu'on n'utilise pas assez et qui est amené à se développer, à mon avis, notamment sur ces questions de prévention et d'accès aux soins. Qui est préconisé en tout cas. Et puis, c'est une expérience modeste parce que c'est une expérience parisienne. Paris est quand même particulier pour de multiples raisons. Donc, elle est modeste, cette expérience. Elle est bien plus avancée dans certaines villes telles que Marseille, Grenoble, Lille, où les maires n'ont pas les mêmes responsabilités que nos maires de mairie d'arrondissement, et où les populations aussi diffèrent. Donc je vais... je pense que c'est... Voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu l'outil Conseil local de santé mentale et puis vous donner au fil de l'eau par ailleurs mes réflexions, puisque je suis responsable d'un centre médico-psychologique depuis maintenant presque 20 ans, 15 ans en tout cas, avec la mairie du 15e. Donc sur le fil de l'eau, je vais vous donner mes réflexions de psychiatre, et puis Madame de Carvanoël nous donnera son avis, son regard croisé sur cet outil. Donc les fondations des conseils locaux de santé mentale sont parties déjà de constats qui sont en tout cas d'un constat de l'OMS, pour qui la santé mentale est un défi important, et pour relever ce défi, l'OMS a toujours prôné un travail collaboratif entre les différents acteurs de la cité et ceux de la santé mentale. Donc on les voit de façon internationale, comme ça a été rapporté ce matin. Le premier constat en termes de prévention et d'accès aux soins, c'est que bien évidemment, et ça Alice Petit l'a rappelé tout à l'heure, c'est que plus les soins sont précoces, meilleure la prise en charge est, voire meilleur le pronostic d'évolution de parcours du patient est. Donc la politique de prévention, d'accès aux soins et d'inclusion sociale, elle nécessite un dépistage et un accompagnement par le système de santé primaire, les fameux médecins généralistes pour nous en France, qui sont compliqués à amener dans nos dispositifs, et nous sommes aussi parfois en difficulté d'aller vers eux. Et puis, bien évidemment, l'environnement familial et l'environnement social. Donc, pour mener une politique d'accès aux soins et de prévention en santé mentale, il faut vraiment une participation active de tout le monde et de tous les acteurs de la cité. Donc ça, c'était le premier constat. Ensuite, en France, il y a eu une politique qui s'appelait la politique des ateliers santé-ville, qui permettait de faire un diagnostic pour des zones urbaines, la plupart du temps à risque, avec des populations notamment très très marquées par la précarité. Donc ces ateliers santé-ville ont mené des enquêtes, et il a été identifié que les habitants de ces zones, de ces quartiers à risques sociaux essentiellement, se préoccupaient beaucoup de la santé mentale des habitants. Et que du coup, pour mieux vivre ensemble, il fallait s'occuper à la fois de l'exclusion sociale, mais aussi se préoccuper de la santé mentale. Donc les ateliers santé-ville ont démontré qu'il y avait intérêt à mettre en place un dispositif sur l'axe de la santé mentale. Et avec le premier constat, il y a eu une convergence pour un développement de ce qu'on appelle la psychiatrie citoyenne. Et les élus, alors je vous dis, en province, ils sont beaucoup plus saisis, tout simplement parce que les élus en France, en province, hors Paris, sont en première ligne, notamment pour les hospitalisations sous contrainte, sans consentement, ce qui n'est pas le cas à Paris. Et donc les élus se sont saisis de cette question de la santé mentale, de la souffrance, du handicap psychique, et il y a eu la mise en place, le lancement de ce qu'on appelle les conseils locaux de santé mentale. Alors, le conseil local de santé mentale, il y a un fonctionnement très participatif, et participatif avec de nombreux interlocuteurs. Ce sont les usagers et les citoyens
qui doivent participer avec des réponses et proposer des solutions, des réponses qui sont éprouvées mais aussi originales pour permettre l'accès aux soins, l'accès aux droits, la lutte contre l'exclusion sociale et la stigmatisation, tout cela dans le champ de la santé mentale. Il y a un cadre législatif qui est relativement souple pour permettre leur mise en place et pour vraiment être dans la promotion de la santé et la promotion des soins. C'est pas une instance obligatoire, c'est pas une instance hiérarchique, c'est pas une instance décisionnaire, c'est vraiment plus dans l'idée d'un forum, en fait, en quelque sorte. Alors, le Conseil local de santé mentale, c'est une façon de répondre à des préconisations de l'OMS avec la conférence d'Helsinki en 2005, qui mettait en avance l'importance des décloisonnements et des partenariats multisectoriels, la coordination locale des services et des stratégies politiques. Donc voilà, il y a l'Union européenne aussi qui a référencé les conseils locaux de santé mentale comme des outils techniques qui permettent de formaliser donc des recommandations en santé de l'OMS. Et puis plus près de nous, puisque ça c'est en France, le plan psychiatrie et santé mentale de 2011-2015 qui référençait les conseils locaux de santé mentale et qui affirmait les objectifs stratégiques que je vais vous décliner par la suite. Toujours dans les préconisations, la Cour des comptes recommandait de généraliser les conseils locaux de santé mentale afin de regrouper sur un même territoire, il y a la notion de territoire qui est importante, l'ensemble des acteurs de la psychiatrie, les généralistes, les partenaires et notamment les collectivités territoriales. Enfin, le Haut Conseil de santé publique sur l'évaluation justement du plan psychiatrie et santé mentale notait qu'il fallait, pour mieux intégrer la psychiatrie et la santé mentale au sein de nos cités, que c'était un outil technique qui permettait la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et donc un fort soutien. Et actuellement, pour être à la fois sur les territoires au niveau de la mairie, mais aussi sur les territoires type agence régionale de santé et délégation territoriale, c'est quelque chose, c'est un des outils qui est, en cette période certainement de difficultés médico-économiques, et un des outils, un des leviers que nous recommandent tous nos interlocuteurs. Alors, la mise en œuvre des conseils locaux de santé mentale, donc Mme de Carvanora nous racontera une partie de l'histoire du 15e arrondissement. Le conseil local de santé mentale, il s'ancre vraiment dans un territoire de proximité. Donc à Paris, qui est quand même une mégapole, ça va s'intégrer au sein des arrondissements, donc autour des mairies d'arrondissement. Et pourquoi territoire de proximité? Il faut que ce soit les gens concernés par le bassin de population qui se rencontrent. Donc ce sont les acteurs locaux qui peuvent être infracommunaux, communaux ou intercommunaux. Ça dépend vraiment de la géographie et de la géodémographie du territoire. Et il faut que ça soit pertinent pour les acteurs locaux, mais aussi pour les acteurs du secteur de psychiatrie. Alors en France, on n'a aucune carte qui se superpose, vous le savez bien. La carte des secteurs de psychiatrie ne se superpose pas aux arrondissements, qui ne se superpose pas non plus aux cartes de l'éducation nationale, de la prise en charge des personnes âgées, etc. Mais bon, voilà, essayez de trouver le maximum de cohérence dans la définition du territoire de proximité. Pour ce qui est de notre expérience à Paris, c'est l'arrondissement. Donc le Conseil local santé mentale, il a des objectifs stratégiques et des objectifs opérationnels donc, qui ont été déclinés dans les différents textes auxquels j'ai fait référence auparavant. Ces objectifs stratégiques, c'est mettre en place une observation en santé mentale, permettre l'accès et la continuité des soins, favoriser l'inclusion sociale et l'autonomie des usagers, participer aux actions de lutte contre la déstigmatisation, promouvoir la santé mentale. Et lorsqu'il existe un contrat local de santé mentale établi entre la ville, l'agence régionale de santé, le CLSM et le dispositif de mise en œuvre. En fait, c'est le levier. Alors, les contrats locaux de santé, en fait, c'est les zones qui ont bénéficié des ateliers ville-hôpital, ville-santé. En fait, il y a plein de territoires qui n'en ont pas bénéficié parce que pas assez précaires, pas assez en difficulté sociale. Alors les objectifs opérationnels, en fait, il va devoir, ce conseil local de santé mentale,
définir des axes de travail très très précis en fait, en fonction des besoins de son territoire. Il doit développer une stratégie locale qui réponde aux besoins en termes de prévention, d'accès et de continuité des soins. Donc on est vraiment au cœur de la journée aujourd'hui qui est sur la prévention et l'accès aux soins pour les jeunes adultes. Le Conseil local de santé mentale, c'est sans distinction d'âge, mais vraiment c'est un outil qui œuvre dans le sens de cette prévention et cet accès aux soins. Il doit mettre en œuvre des actions pour répondre aux besoins et favoriser éventuellement la création de structures nécessaires. Si on s'aperçoit qu'au sein d'un territoire, il manque telle ou telle structure, pas nécessairement de soins, hein, mais il peut aussi faire levier auprès des tutelles et des agences régionales de santé, notamment pour proposer la création de structures. Et enfin, il développe et conforte le partenariat nécessaire et efficace pour la réalisation de ces actions. Alors, la première action d'un conseil local de santé mentale, c'est l'observation. Réaliser un diagnostic préalable sur le territoire, ce qui est très facile quand on dispose d'un atelier ville et santé, hein, ce qui est beaucoup plus difficile quand on n'en dispose pas. Dans le 15e, nous n'en disposions pas. Donc, nous sommes partis sur une enquête qui avait été faite par le Centre collaborateur OMS sur les troubles en population générale repérés dans le 15e arrondissement à partir d'une enquête auquel 2 des secteurs du 15e arrondissement avaient participé. Donc ça, c'était dans les années 2000. Et puis, nous sommes aussi partis de notre activité, nous, médecins hospitaliers, c'est-à-dire on sait combien de personnes on soigne dans la population, on sait aussi quelles sont les pathologies, etc. Donc ça nous a permis de faire un diagnostic qu'on a croisé avec des données de démographie, notamment la DASES, hein, qui a fait un portrait social de l'arrondissement, donc identifier des zones à risque et voilà. Donc du coup, ça c'est un temps très important parce que c'est ce qui fonde après les différents axes de travail. Donc la seconde action des conseils locaux de santé mentale, c'est l'amélioration de l'accès à la prévention et aux soins. Donc c'est vraiment comment permettre le repérage précoce des troubles et comment faciliter l'accès aux soins. Donc vraiment la préoccupation d'aujourd'hui est notre préoccupation à tous, de façon à ce qu'en fait on puisse proposer des prises en charge adaptées, précoces et avant prévenir l'urgence, parce que c'est toujours beaucoup plus compliqué une fois que les situations sont dégradées. Et sur le secteur, ça peut être dégradé au point de perdre son logement, perdre son emploi. Et donc ça, c'est des situations beaucoup plus compliquées, hein, bien évidemment, à prendre en charge ensuite. Prévenir l'aggravation de troubles et leurs conséquences, hein, et puis préserver l'insertion sociale. Enfin, ça c'est un principe parce que c'est général, donc de réduire les inégalités socio-territoriales en santé mentale. Donc, les autres actions du Conseil local de santé mentale, l'inclusion sociale et la lutte contre l'exclusion, faciliter l'accès et le maintien au logement et l'insertion professionnelle. Donc ça, des grands axes vraiment capital dans le cadre de la prise en charge des patients en psychiatrie. Favoriser les activités culturelles de loisirs. Ça, c'est plus compliqué à Paris, beaucoup plus facile dans les villes de province. La lutte contre la stigmatisation. J'accélère parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'accélère. Avec des actions de prévention et d'information, ce que nous avons bien mis en œuvre dans le 15e, et ça, Mme de Carvanoel va vous en parler. La promotion de la santé mentale pour permettre à la population générale d'avoir un peu une culture, une connaissance de ce que représente la santé mentale. Voilà. Et enfin, l'aide à la résolution de situations psychosociales complexes lorsque le Conseil local de santé mentale fonctionne bien. Donc, mon point de vue à moi de psychiatre, c'est que en fait, le Conseil local de santé mentale, c'est un outil assez magnifique d'information, de communication et de déstigmatisation. Alors, la déstigmatisation, elle n'est pas uniquement sur la santé mentale, elle est aussi, au cours des assemblées générales, de montrer que la psychiatre n'est pas une dame à chignon et à lunettes, comme Madame Aupetit et Madame Bourgin ont pu recueillir ces propos-là dans un petit film qu'elles ont fait pour notre conseil local. Mais en effet, voilà, des gens accessibles, que ce soit pour les jeunes, mais que ce soit pour leur famille, puisque
On avait une soirée hier, il y avait beaucoup de grands-parents, un peu de parents, et pas beaucoup de jeunes, évidemment, aux journées d'information santé mentale. Mais enfin bon, voilà, avoir un psychiatre assis à côté de soi et qui discute simplement, c'est aussi une façon de déstigmatiser et de permettre l'accès aux soins. C'est un outil de partage de pratiques et de regard croisé sur des situations qui est très très riche, puisque nous avons des professionnels, alors pour ce qui est du 15e, des associations d'usagers, je commencerai par ça, les élus qui se sont beaucoup impliqués, mais nous avons des professionnels de l'enseignement, des professionnels des services sociaux, nous avons l'aide sociale à l'enfance, les PMI, les enseignants. Du coup, c'est un endroit où chacun va parler de sa place et du coup, on va essayer de construire des solutions communes pour, en général, par exemple, parler de santé mentale, mais aussi pour localement ou sur des situations développer soit une information, un petit programme pour les enseignants ou permettre un accès aux soins favorisés à partir de certaines structures. Donc ça permet cette promotion de la santé mentale, ça permet, enfin moi je pense que du coup on est dans une dynamique de prévention, en tout cas d'intervention le plus précoce possible, puisqu'on tente de faciliter l'accès aux soins. Ça nécessite une très très forte implication des élus et des associations d'usagers, ainsi que de la psychiatrie publique de secteur. Il faut beaucoup de respect et de diplomatie. C'est quand même pas une mince affaire. Avant de passer la parole à Madame de Kervanoël, moi, depuis 2000, avec les collègues responsables des centres médico-psychologiques du 15e arrondissement, à l'époque, c'était Michel Fouillet, Olivier Cancel et moi-même, on œuvrait pour la mise en place d'un conseil local de santé mentale. La première réponse qui nous a été donnée, c'est « pas besoin de conseil local de santé mentale, venez donc au conseil de sécurité ». Donc on voit bien voilà, ce que représentait la santé mentale pour nos élus à l'époque. Et puis, on n'a pas lâché, donc on a continué. On est tombé sur un élu qui voulait bien nous entendre. Et il nous a dit, oh, on va faire une journée sur la santé mentale, parce que j'ai fait une journée sur la pédicurie, ça a super marché. Il y a eu plein de gens qui sont venus faire des soins de pédicurie à la mairie. On a fait une journée sur la santé mentale. Ça avait été construit comme la journée des pédicures, ça n'a pas du tout fonctionné. Et donc, tant qu'il n'y avait que l'hôpital et des élus qui avaient une mauvaise, qui ne se représentaient pas ce que c'était que la santé mentale, on n'y est pas arrivé. Et donc là, je vous passe la parole, parce que c'est au moment où les usagers, on a passé la main aux usagers en disant là, on n'y arrive plus, venez nous aider, qu'on a quand même réussi à faire fonctionner ce conseil local. Voilà, donc je vous parle en tant que bénévole, délégué UNAFAM, délégué d'arrondissement pour le 15e. Et c'est grâce à Catherine Boiteux qu'effectivement je suis là ce soir. Je suis un tout petit peu impressionnée de parler devant un tel parterre, mais bon, vous serez indulgents, j'en suis sûre. Et je vous en remercie. Donc, Dr Boiteux a parlé du Conseil local de santé mentale dans sa globalité. Moi, je vais vous parler de mon expérience de terrain, de ce que j'ai fait pour le 15e arrondissement depuis l'année 2010, en fait. Alors, pour ce faire, je vais vous faire un tout petit historique, mais rapide, parce que ne va pas être trop long. Je vais parler du mode de fonctionnement du conseil local du 15e, toutes nos difficultés pour faire connaître nos réalisations, pour arriver à mobiliser les secteurs concernés et pour faire avancer les groupes de travail. C'est un gros problème. Et puis, je vais vous parler aussi des opportunités, parce qu'il y en a. Alors, concernant l'historique, donc en 2009, création du Conseil local de santé mentale du 15e, assemblée plénière, avec le maire, bien entendu, beaucoup de monde, et on crée 2 groupes de travail. Le groupe prévention et communication et le groupe hébergement et logement. Dès le démarrage, on a eu des tables rondes centrées sur les jeunes, les addictions, les adolescents. Avant ces tables rondes et en même temps, on a fait, avec la mairie, un guide de la santé mentale. Ce guide, le voici. C'est une explication rapide de ce qu'est la psychose. Et c'est la liste complète pour les gens intéressés de toutes les structures possibles pour les enfants, les ados et les jeunes, bien entendu, et les adultes. Chaque année, nous avons réalisé une table ronde
dont 2 ont été sur le thème de la souffrance des jeunes. En réalité, nous avons fait 7 tables rondes, et j'en ai juste pris 2 qui sont dans le sujet d'aujourd'hui. En 2010, ça a été notre première table ronde. Le titre était « Santé mentale et souffrance psychique chez les jeunes ». Nous avions, entre autres, comme intervenants, le docteur Guth, psychiatre à Sainte-Anne, et le CEJAD. Et nous avions l'association CAPSI, qui accueille les jeunes avec un entretien téléphonique. Et hier soir, notre table ronde, Être adolescent aujourd'hui, et nous avons les interventions du docteur Julie Bourgin, présente ici, responsable de la consultation CEJAD, le docteur Roberta Simas, pédopsychiatre au CMP de la rue Tiphaine, qui nous a exposé son accueil ado, le principal d'un collège Duhamel dans le 15e, et la directrice de file Santé Jeune, Madame Iris Soubaxi. Alors, le mode de fonctionnement de ce conseil, qui est un mode tout à fait classique, bien entendu, une assemblée plénière et des tables rondes, plutôt une assemblée plénière 1 ou 2 fois par an et des tables rondes. La réunion régulière du comité de pilotage et 3 groupes de travail. Ces groupes de travail, groupe logement, groupe situation complexe et groupe enfance. Je vais y revenir parce que ce sont des choses importantes. Alors, le groupe logement, en fait, il s'agit d'obtenir l'accès et le maintien dans le logement des malades. Notre groupe est animé par Claude Magdelonnette, qui est directeur chez l'association Aurore. Il se réunit environ 1 fois par trimestre. Et Pascal Diagora, coordinatrice territoriale et sociale dans les 7e, 15e et 16e arrondissements. On a une constatation, si une personne possède l'étiquette CMP, c'est très très difficile de lui donner un accès au logement. Ensuite, le groupe Situation Complexe est une cellule de coordination autour de situations sociales complexes individuelles. Elle est animée par le docteur Catherine Boiteux, ici présente, et Anne-Claire Tissandier, qui est l'adjointe au maire du 15e, en charge de la famille et du handicap. Bon, il s'agit de gérer un certain nombre de cas particuliers et d'intervenir le plus en amont possible pour être efficace. C'est de la prévention. Ainsi, éviter l'expulsion d'un locataire malade psychique en s'assurant qu'il est suivi médicalement et en prévoyant bien sûr un accompagnement pour l'appartement. Enfin, nous avons le groupe enfance qui est dirigé par le docteur Bérangère Bocquier, pédopsychiatre à Necker. Le but, c'est d'accompagner des mères et des enfants ayant des troubles psychiques. Et il faut favoriser la relation mère-enfant, tout simplement par des séances au CMP avec la mère et l'enfant. Il s'agit aussi, quand les enfants sont un peu plus grands, de les accompagner dans les différentes prises en charge. Comment faire? Qui conduit les enfants après l'école pour un rendez-vous au CMP, chez l'orthophoniste, chez la psychologue? On a fait un constat, c'est malheureusement la faiblesse du réseau associatif de soutien aux familles. Je vais maintenant vous parler des difficultés que nous avons pour faire connaître nos réalisations, que sont l'assemblée plénière et les tables rondes. En fait, il s'agit de toucher le grand public. Nous n'avons pas de budget de communication. On fonctionne avec vraiment rien, 0 centime. Tout dépend des bénévoles. Et il est plus facile de toucher des professionnels dont on a les adresses mail. Évidemment, pour le grand public, c'est quasiment impossible. Alors, toucher le grand public, lorsque nous organisons une assemblée plénière et une table ronde, nous souhaitons bien sûr que les habitants du 15e en soient informés pour venir y assister. Nous ne disposons d'aucun budget. Ainsi, nous éditons des affiches en forme d'invitation. Je vous en ai apporté une. C'est la mairie du 15e qui nous le fait, et ce n'est pas le cas dans les autres arrondissements qui n'ont rien du tout. Alors, comment est-ce que les gens vont être avertis qu'il y a une table ronde, par exemple, hier soir sur les adolescents? On ne sait pas. En fait, nous, dans le 15e, comment est-ce qu'on fait? La mairie, Dieu merci, nous édite ces affiches qu'on fait en A3, A4 et flyers en forme d'invitation, et nous partageons l'arrondissement entre bénévoles. Alors jusqu'à cette année, nous étions 5 bénévoles, c'est que le 15e, c'est le plus grand de Paris, et pour faire tout le territoire, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Et aujourd'hui, cette année, nous n'étions que 3. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ces affiches, ça vous semble pas mal, mais c'est pas beaucoup.
Ces affiches, nous allons les mettre. Nous avons toutes les pharmacies. Je ne sais pas si vous en avez quelques-uns d'entre vous les ont vus. Non, sûrement pas. Nous faisons les hôpitaux. Je suis à la Necker. J'ai une bénévole qui est à la Pompidou. Nous avons les CMP, bien entendu. Nous faisons les centres médico-sociaux. Et tout ça, ça représente un gros travail. Moi, j'ai quand même arpenté le pavé du 15e, une matinée et un après-midi, et j'ai fait 2 fois 4 heures, 4 heures et demie, aller voir le secrétariat du proviseur à Buffon, aller au lycée à l'hôpital Necker, à les cellules de communication pour donner mon affiche. On est toujours très bien accueillis, mais c'est insuffisant pour se faire connaître. En fait, la constatation, c'est qu'il est beaucoup plus facile de toucher des professionnels dont on a les adresses mail, et bien entendu, on n'en a pas pour le grand public. Ainsi, hier pour notre table ronde, nous aurions aimé toucher plus de parents d'ados, parce que c'était quand même le sujet. Nous avions des professionnels, mais peu d'habitants. Le résultat, pour nos tables rondes, je trouve de grande qualité. Je le dis parce que c'est pas moi qui les organise, comme le docteur Boiteux. Le public, oui, n'est pas toujours assez nombreux. Hier soir, je pense qu'on était presque 70, ce qui est bien pour une table ronde. Dans d'autres arrondissements, ils ne font pas mieux. En général, ils tournent à 30 ou 40 personnes qui sont là. C'est quand même dommage pour des intervenants de grande qualité. Ensuite, difficulté pour arriver à mobiliser les secteurs concernés pour faire avancer les groupes de travail. Difficulté de mobiliser ensemble les acteurs principaux du conseil local, mairie et secteur hospitalier. Dans notre conseil local, créé en 2009, il a fallu attendre la mobilisation de la mairie en 2013 pour réunir la 2e assemblée plénière, créer un comité de pilotage et des groupes de travail. Difficulté de réunir les différents protagonistes et bailleurs sociaux dans le groupe logement, par exemple, ils ne viennent pas. Difficulté de réunir ces groupes en raison de la surcharge de travail des organisateurs. Les organisateurs, en dehors de la bénévole que je suis, c'est la mairie, les adjoints au maire et les médecins. Ils sont surchargés, ils n'ont pas toujours le temps de tout faire. Alors, les opportunités. Les associations d'usagers ont une vraie parole. Je suis ici ce matin, c'en est la preuve. En tant que déléguée d'UNAFAM, je représente les familles et je peux faire remonter les problèmes qu'elles rencontrent avec leurs proches. On a une approche de la santé mentale décloisonnée. Décloisonnée pourquoi ? Le Conseil local de santé mentale a pour vocation de décloisonner les acteurs. Indispensable d'accompagner concrètement la rencontre entre la psychiatrie, le social et les élus. Il y a un décloisonnement élu-psychiatre, beaucoup de maires sont étrangers au sanitaire, un décloisonnement entre les professionnels du sanitaire, c'est-à-dire généralistes et spécialistes, médecins libéraux ou ceux qui exercent dans le public, décloisonnement entre professionnels et bénévoles, l'UNAFAM et les autres associations d'usagers ont leur place dans le Conseil local de santé mentale. Alors, il y a aussi une méthodologie d'échange avec d'autres conseils locaux de santé mentale. Quand j'ai repris le CLSM 15, j'ai étudié d'autres conseils. Le 18e arrondissement, qui maintenant a 20 ans d'âge, qui pour moi est assez exemplaire, Marseille, Reims. Le 18e, j'y suis allée, les autres, j'ai échangé. Et je continue. Et je dois dire que cet échange avec d'autres conseils locaux de santé mentale nous est favorisé par la nomination par la mission santé mentale de Paris de 2 coordinateurs, un pour Paris Nord et un pour Paris Sud. Ils gèrent plusieurs conseils locaux de santé mentale et favorisent l'échange de bonnes pratiques. Je les en remercie. Ensuite, toujours dans les opportunités, nous optimisons l'accès aux soins des sujets à risque, ça a été dit, une meilleure utilisation des structures, tant sanitaires que sociales. Faire en sorte que le malade aille mieux dans la cité. Et enfin, j'en terminerai, une meilleure connaissance et lisibilité par le grand public du travail effectué par l'ensemble des partenaires autour de la santé mentale. Ce sont avec nos assemblées plénières
du Conseil local de santé mentale et nos différentes manifestations pendant la CISM, table ronde, films que nous nous faisons connaître. Voilà, je vous remercie.